Bonjour, bienvenue à cette émission des grands rendez-vous de la prévention santé, une émission qui est réalisée sous l'égide d'Edimarc et de l'UNIM partenaire d'Alliance et qui se structure autour de 3 tables rondes. Donc vous avez peut-être eu la chance de nous entendre lors d'une première table ronde sur laquelle nous avions traité de la réparation du corps blessé. La table ronde d'aujourd'hui va s'intéresser à un autre regard qui est celui de la performance de notre corps et pourquoi veut-on rendre le corps performant et quelles questions cela pose non seulement à l'individu qui a recours, au médecin éventuellement qui est face à ces demandes et puis à la société dans d'éventuelles régulations de l'accès à ces produits ou éventuellement technologies. Alors, nous avons la chance d'être dans cette table ronde avec un regard croisé, celui, on va dire, du scientifique, chercheur INSERM et directeur de l'Institut de la Vision qui est Serge Picot, puisque, bien sûr, dans la performance, il y a fondamentalement une question qui peut être posée sur dois-je voir différemment, on y reviendra, dois-je mieux voir, puis-je voir aussi bien que le chat la nuit, puisqu'il paraît que les chats vous verraient mieux, mais c'est peut-être une méconnaissance de ma part. J'ai à ma gauche Cyril Azif-Thomas, qui est psychiatre de formation, spécialiste du droit de la santé, des questions de droit de la bioéthique et qui également dirige l'espace régional de réflexion éthique de Bretagne. Et puis en visio avec nous, et je les en remercie, côté suisse, j'insiste là-dessus parce que je le remercie à chaque fois, toujours disponible pour participer aux débats nationaux en France, professeur Bernard Bacci, qui est enseignant-chercheur à l'Institut d'éthique biomédicale du département de philosophie de l'Université de Genève, qui a déjà des commissions d'intérêt avec la France, puisqu'il est membre du comité d'éthique de l'INSERM depuis plusieurs années, et qui a animé également des commissions fédérales ou participé à des commissions fédérales d'éthique sur les biotechnologies dans son pays. Et puis David Le Breton, qui est anthropologue et sociologue, qui est professeur à l'Université de Strasbourg, membre de l'Institut universitaire de France et qui a beaucoup travaillé sur ces questions du rapport au corps et en particulier sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à la performance, à l'addiction, au dopage, puisqu'effectivement, et je vais lui passer la parole en premier, nous sommes quand même dans une société de la performance, David. Nous sommes dans une société peut-être déjà d'ailleurs du méliorisme et de l'amélioration permanente de soi. La question c'est finalement pourquoi quand on vient au monde avec des éléments que la nature nous a confiés, pourquoi l'homme chercherait-il en permanence à vouloir performer, surperformer, s'améliorer ? Ça, c'est une question qui m'interroge, moi, le matin, des fois, quand je me lève. Et deuxièmement, quand même, pour prendre ma casquette de médecin, finalement, c'est quoi, on dit, prendre des risques, comportement à risque. Qu'est-ce qui fait que ce risque est inhérent à notre nature humaine et qu'à la fois il nous fascine, mais à la fois il nous met en danger. Donc, je pense que nous sommes impatients d'avoir un éclairage. Alors, je dirais que depuis quelques décennies, le corps est devenu une sorte de matière première de la fabrique de soi. Donc, dans cette idée, finalement, de transformer le corps pour le rendre plus efficace dans son rapport au monde, je vois 2 niveaux qui sont très différents. Il y a un niveau un peu artisanal qui a démarré dans les années 90, en gros, et qui renvoie au sentiment pour chacun de nous de la possibilité de transformer son corps. Les pratiques, là, touche de manière très périphérique la médecine, c'est plutôt la question du culturisme, des modifications corporelles comme le tatouage, le piercing et autres. C'est aussi le culturisme, ce sont les régimes alimentaires, la chirurgie ou la dermatologie esthétique, toute une série de pratiques comme ça, la pharmacologie du quotidien aussi, que j'allais oublier. Donc là, on est plutôt dans un rapport assez personnel au monde, avec une volonté finalement de changer quelque chose de son apparence. Et puis, il y a évidemment la question des performances, qui serait un deuxième niveau, où là, la médecine est davantage transformée comme une sorte d'auxiliaire, comme une prestataire de service à qui on demande donc une augmentation de son rapport au monde, de son efficacité, de ses performances, etc., en entrant là, évidemment, dans des logiques qu'on pourrait nommer des logiques ultralibérales. On est dans une volonté d'être les meilleurs, de repousser au plus loin les limites
de la condition humaine. Pourquoi ? Pas du tout pour améliorer le goût de vivre, évidemment. Et même on pourrait penser que très souvent, c'est plutôt le contraire qui est en jeu. Il s'agit donc plutôt d'être dans une concurrence meilleure, d'avoir un meilleur statut social et autres. On est donc dans une idéologie plutôt ultralibérale, et on peut regretter évidemment que la médecine donne sa validation à ce genre de démarche. On pourrait penser évidemment d'un point de vue classique que la médecine elle est plutôt là pour maintenir le goût de vivre des hommes et non pas pour les mettre dans une surenchère qui n'en finit pas. Voilà, donc les médecins sont sollicités énormément aujourd'hui. Parfois, tu l'as évoqué Grégoire, pour le dopage par exemple, ce qui fait que là, du coup, tous nos critères aussi de justice volent en éclats. On l'a vu notamment au Tour de France, qui finalement est de moins en moins suivi parce qu'on ne sait plus très bien quel est lequel des coureurs l'a emporté à la loyale en quelque sorte, mais on voit en même temps qu'il y a que chaque équipe par exemple recourt à des grands professionnels, à des médecins professionnels de ces questions de performance, mais qui viennent amener des formes de tricherie dans les vies quotidiennes. Alors là, dans le monde du sport, ou dans le monde en tous les cas des entreprises, ou de ce que nous pouvons mener dans la vie quotidienne. Alors la question du risque, là, je ne sais pas si elle est vraiment soulevée, dans la mesure où, pour évidemment un cycliste qui se dope comme Armstrong, on pourrait dire le jeu en vaut la chandelle pour lui. Il a obtenu une reconnaissance mondiale en un temps record, il est devenu une icône. Bien sûr, il a tout perdu en un instant, mais en même temps, pendant un moment, il avait l'impression que le prix à payer, justement, peut-être sur sa santé, était peu de choses au regard de la gloire, des succès qu'il obtenait pendant un bon moment. Le risque est toujours lié aussi à la valeur, évidemment, qu'on attribue aux usages qu'on accomplit dans la vie quotidienne, aux usages notamment de produits dopants ou de techniques qui vont faire qu'on va se détacher des autres qui n'auront pas forcément les mêmes recours, la même chance de recourir à des techniques médicales, par exemple, pour nous mettre à un niveau supérieur aux autres. Merci David. Alors c'est vrai que cette question du risque, forcément, elle émane aussi, en l'occurrence, d'un médecin quand je la pose. C'est-à-dire que on y reviendra tout à l'heure, mais je ne vais pas prendre ma mauvaise casquette de légiste, mais les accidents existent. On les voit, ils surviennent et ils finissent des fois dramatiquement. Donc c'est vrai qu'il y a cette balance entre finalement peut-être le rêve, l'idéal, et puis la négation aussi du risque. C'est quand même étonnant comment le risque est nié et ne veut pas être vu, et que la performance l'écrase quelque part. Mais pour revenir à Serge Picot, dont on a dit tout à l'heure qu'il dirigeait l'Institut de la Vision, qui est un grand institut de recherche pour certains qui voudraient regarder une première table ronde qu'on a fait ensemble, avec comme première ambition le soin quand même, et l'amélioration des handicaps. Est-ce que quand même sur cette question de la performance, il y a des demandes déjà? Est-ce qu'il peut y en avoir, qu'elles viennent de la sphère civile, ou on le dit des fois de la sphère militaire ou de la sphère industrielle? Et c'est quoi le regard du chercheur sur cette question de la performance finalement? Alors, sur la performance, déjà, souvent, une question qui nous est posée, c'est est-ce que nous voyons tous de la même manière ? Et en fait, déjà, on peut presque répondre non, dans la mesure où, en fait, ce qui a été montré ces dernières années, c'est que, par exemple, la matrice de photorécepteurs peut être complètement différente, avec un nombre de photorécepteurs sensibles dans le rouge qui est beaucoup plus important chez certains que le nombre de photorécepteurs verts. Et en fait un rapport qui peut être de 1 à 16 dans un sens ou dans l'autre. Donc déjà, on ne voit pas de la même manière. Et après, souvent, nous travaillons par exemple sur des prothèses rétiniennes qui sont sensibles dans l'infrarouge. Et donc beaucoup nous disent, ben voilà, alors une personne normale pourrait aussi avoir une prothèse comme celle-là et devenir aussi voyant dans l'infrarouge, la nuit par exemple. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est que pour activer ces photorécepteurs sensibles dans l'infrarouge, le patient doit porter des lunettes justement pour avoir une intensité d'infrarouge très importante pour pouvoir activer cette prothèse. Et donc il est illusoire de penser qu'on puisse devenir sensible à l'infrarouge et que ce soit utile. Il est bien plus facile de s'acheter une paire de lunettes sensibles dans l'infrarouge qui est utilisée pour voir la nuit.
Donc en fait, ça n'a pas vraiment de sens et je ne pense pas qu'on soit de toute manière dans cette course à la performance. Et pour nous, en fait, l'objet, c'est vraiment l'homme réparé, c'est-à-dire de juste redonner certaines performances à des patients qui ont malheureusement perdu leur fonction visuelle. Donc on n'est pas dans cette course à la performance. Mais c'est peut-être le point de vue d'un chercheur raisonnable et responsable, c'est-à-dire que l'homme réparé, certains le disent dans des champs de recherche, on cherche aussi l'homme augmenté. Et en essayant de challenger un peu le propos, finalement, si un individu vous dit « mais moi je veux partir la nuit, faire de la randonnée en grande montagne, je ne veux pas te porter de lunettes parce que c'est contraignant » ou qu'un jour un producteur d'automobile ou un assureur vous dit « pour améliorer la vision de nuit, je veux que les citoyens aient une performance », est-ce que ça résistera ça demain? Est-ce que s'il y a une demande telle, est-ce que le chercheur résistera à la demande? Alors, pour l'instant, je suis assez sûr de nous, dans la mesure où les technologies, la performance des technologies n'est pas encore à même d'atteindre en fait quelque chose de supérieur au naturel. Il faut reconnaître que notre vision est quand même assez exceptionnelle. Nous avons des performances visuelles qui sont assez quand même incroyables. Ce que l'on peut voir est quand même c'est fascinant de voir à quel point en fait la rétine est performante chez nous, chez une personne normale. Donc arriver à une telle performance, pour l'instant, la technologie n'y arrive pas. Alors il y a des caméras, par exemple les caméras asynchrones de prophétie, où en fait on arrive à avoir des performances qui sont ultra rapides, extrêmement intéressantes, mais pour l'instant c'est sur un écran. D'accord. Ou sur un dispositif. Merci Serge. Alors dans notre réflexion, on va dire que tout le monde n'a pas forcément la même sagesse que Serge, puisque dans le champ de la médecine qu'on partage avec Cyril, quand même les demandes, elles existent. Elles existent dans la question de la sexualité, dans la question de l'esthétique, elles existent dans la performance intellectuelle. Enfin, il y a des collègues qui racontent que des parents amènent leur petit chéri avant les examens pour demander au médecin d'améliorer la veille, la vigilance, l'apprentissage, la connaissance. Dans un domaine qui a été le mien dans une vie antérieure, parce que je n'ai pas toujours été légiste, mais je faisais de l'endocrinologie, la question des consultations sur performance sexuelle en andrologie sont des choses qui existent. Donc, alors, en prenant ta double casquette de psychiatre et de personne là aussi qui réfléchit aux questions de bioéthique, finalement, cette question de la motivation de l'individu, d'une part, elle est intéressante, même si David nous l'a déjà un peu exposé, mais du point de vue, on va dire, du déterminisme psychique. Ça interroge le psychiatre? Ah oui, ça l'interroge beaucoup et ça interroge le psychanalyste aussi. Les demandes de performance ne peuvent pas ne pas faire réfléchir à la question de la personnalité, souvent blessée ou fragile, ou avec des antécédents parfois de traumatisme. Et on est frappé de voir que cette demande de performance arrive souvent sur une base de personnalité finalement assez fragilisée. Et de par cette fragilisation, les demandes en fait, laisse apparaître assez souvent une confusion entre le désir et la volonté. C'est-à-dire que la performance, elle est plutôt du côté de la volonté, clairement affichée. Voilà, je veux être performant, je veux réussir ceci, je veux réussir cela. Et la personne s'aveugle dans ce projet de temps en temps s'aveugle dans ce projet de performance parce qu'elle oublie quel est son désir véritable, qui la meut et qu'est-ce qu'elle a vraiment envie de faire. Donc ça, c'est un point qu'on aborde assez souvent en psychothérapie parce que c'est assez récurrent. Mais j'ai envie de dire, on est aussi confronté aujourd'hui à beaucoup de coaching autour de ça. Il y a les psychiatres qui peuvent faire ce travail de coaching, mais il y a aussi, on voit bien fleurir un certain nombre de professions qui se veulent être des coachs, notamment pour les sportifs. Moi, j'ai connu une époque où le tennis de table, on jouait en compétition, on n'avait pas de coach. Et puis 20 ans après, 30 ans après, tous les joueurs ont des coachs. Donc il y a une injonction sociale de performance qui est relayée par les parents qui veulent absolument que leurs enfants gagnent tous leurs matchs. Et là, on voit bien se dessiner quand même une tendance sociale à une aversion à l'échec. Or, les meilleurs coachs, ceux que j'ai entendus et qui m'ont passionné, disent qu'en fait,
quand c'est beaucoup entraîné, quand on a le meilleur matériel, que ce soit en ski, que ce soit en cyclisme ou dans d'autres sports. En fait, ce qui fait la différence, c'est pas forcément le dopage ou le médicament qui nous permettrait d'être plus performants. Encore qu'il y aura sans doute des débats autour de cette affaire-là, parce qu'effectivement, il y a dopants et dopants, mais c'est souvent celui qui arrive à se surpasser, en réalité, c'est souvent celui qui accepte d'échouer. Et l'acceptation de l'échec est quelque chose qui n'est pas travaillé, en réalité. Alors, on peut le faire en psychothérapie, parce que ça permet un détachement qui nous permet en réalité d'aller plus loin que ce qu'on pourrait faire quand on est tétanisé par la peur d'échouer. Et cette peur d'échouer empêche la performance. Donc je pense qu'on essaie de récupérer par un médicament, par un produit extérieur, un manquement intérieur, une faiblesse intérieure, un manque de consistance intérieure. Et c'est une façon de dire aussi que la performance ne fait pas le bonheur, parce qu'on croit tout le temps que on va trouver à l'extérieur ce qui va nous rendre heureux. Mais je pense très personnellement que le bonheur, il est intérieur. Donc c'est la façon dont moi je vois les choses. Après, en termes de regard social sur cette injonction, je pense qu'on aurait un travail à faire pour démocratiser un regard plus humain, parce que l'éthique, la force de l'éthique, c'est quand même de protéger le plus faible. C'est pas de survaloriser le plus fort et le plus performant. Donc là, il y a un vrai débat de société à animer pour humaniser notre regard. On a tous besoin de personnes, certaines fortes, certaines vulnérables, certaines en quête de mieux comprendre leur singularité, et certaines ont besoin, dans leur confiance en soi, d'un certain nombre de médicaments qui peuvent les aider. On peut évoquer les troubles sexuels qui peuvent être aidés par des molécules que beaucoup connaissent, mais il y a cet accompagnement éthique de ce besoin de performance, je pense, ne peut pas faire l'économie d'un débat entre bien distinguer ce qui est de l'ordre du désir et ne pas céder sur son désir. Vous savez que c'est un des aphorismes que Lacan a mis en avant, mais ça veut dire aussi ne pas se laisser aveugler par une volonté dont on ne sait plus ce qu'elle recouvre au final. Il y a quand même un élément important aussi dans le propos qui vient d'être tenu, que je retiens comme ça, c'est ce que la société choisit de valoriser. Parce que c'est un petit détour un peu artificiel, mais on voit bien pendant la crise Covid que ce qui a été valorisé n'était pas pendant la crise, ce qui était valorisé avant la crise. Et on dit qu'il y aura un monde de demain, mais en termes de valorisation même des métiers et des performances, il y a des métiers soi-disant d'extrême performance qui ont une utilité totale pendant une crise sanitaire, et des métiers beaucoup plus basiques qui ont une valeur colossale, quoi. Donc je pense que c'est aussi intéressant de se réinterroger, parce qu'on a le droit d'avoir un peu un regard utopique sur demain, d'effectivement ce que tu soulignes. Est-ce que ce que l'on valorise est satisfaisant pour le bien commun, pour peu que la notion de bien commun, mais comme Bernard Bacci est là, il nous dira ça tout à l'heure, mais c'est une vraie question. Et puis un petit élément, parce que à la fois je suis animateur et débatteur, mais du coup, il faut aussi se poser une question sur la nature, tu l'as évoqué, de ce qu'est le médecin. Est-ce que finalement il se fait complice, on pourrait dire, de cette évolution de la performance? Est-ce qu'il se fait combattant? Parce que moi j'entends ton propos que finalement travailler sur soi-même c'est peut-être le meilleur remède contre le dopage, par exemple. Mais il y a aussi, pour que ceux qui nous écoutent le sachent, il y a un vrai débat aujourd'hui construit dans les instances ordinales médicales, qui consiste à dire, est-ce que le médecin doit être, et on y reviendra tout à l'heure, mais c'est une vraie question, l'accompagnant de cela pour éviter le moindre mal, le risque, le danger et la mort? Ou est-ce qu'il doit être un vecteur qui se tait là-dessus et qui dit c'est pas de mon ressort, j'évacue? Ou au troisième volet, est-ce qu'il est un vecteur de l'interdit? Et donc il y a des vraies questions aussi pour demain sur la place du médecin, y compris du médecin traitant du quotidien, sur son positionnement. Alors certains disent, moi j'en fais un peu partie, vaut mieux être dans un rôle de conseiller pour que ça se passe le moins mal possible. Mais vous voyez qu'après se posera où se met le curseur, dans ce débat-là. Et alors, je l'évoque depuis tout à l'heure, il y a Bernard Bacci qui est avec nous, donc en fait, il y a des historiques aussi sur la performance en off avant caméra, et tu vas nous le réexposer. Tu nous as évoqué le mot d'olympisme, donc il y a aussi des instances qui promeuvent des valeurs. Moi, il me semblait qu'historiquement, l'olympisme, c'était des valeurs assez humanistes et qu'on n'était pas dans le Armstrong et dans la performance et le dopage. Donc il y a aussi des concepts qui ont certainement évolué dans l'histoire. Et puis il y a une question qui nous taraude dans le champ de la bioéthique,
c'est celle que je viens d'évoquer un peu. Est-ce que finalement, on laisse l'individu libre de faire ce qu'il veut, ou est-ce que la société a un droit de regard et un droit de contrôle? Et à travers les travaux d'ailleurs que David Le Breton a portés, le dopage, c'est quand même un vrai sujet. Le dopage, il a été régulé, il est interdit, les instances internationales s'en emparent. Enfin, il y a des choix de société derrière la régulation de tout ça. Alors, individu libre ou individu contrôlé? Et olympisme ou pas olympisme? Alors oui, bon, le sport est quand même un cas particulier. Je vais généraliser mon propos, mais d'abord ce petit détail. Pour le sport, le dopage, c'est une liste de produits et elle varie, elle n'est pas la même selon les sports. Quand on parle de produits dopants, par exemple un étudiant qui prend, avant de passer des examens, un bêta-bloquant ou quelque chose comme ça, on parle ici de produits dopants et c'est pas forcément tout à fait la même chose. Mais je pense que toute cette question de la performance, il faut la remettre dans un contexte, j'allais dire, plus, tu m'excuseras David si je marche un peu sur tes plates-bandes, mais un peu plus anthropologique. Ça s'appelle l'interdisciplinarité. Dans la mesure où performance, c'est aussi lié à l'excellence et à l'amélioration. Parce que si on cherche à être performant, c'est pour s'améliorer, c'est parce qu'on vise une certaine excellence. Or ça, ce sont des aspirations, au mieux, qui sont très anciennes dans l'humanité. Je cite souvent cette phrase d'Alphonse Allais, qui était pharmacien par ailleurs, qui disait ceci: l'homme est imparfait, mais ce n'est pas étonnant quand on pense à l'époque où il a été créé. Et effectivement, il y a une aspiration au meilleur dans l'être humain. Alors elle se marque dans le sport, hein. On raconte cette anecdote des coureurs grecs qui se mettaient des brins de romarin dans les cheveux parce qu'ils pensaient que par là ils couraient plus vite. Ça semblait autorisé à l'époque par le comité olympique d'Olympie. Hein. Plus récemment, alors ça c'était un médicament, on pourrait dire, le romarin, mais plus récemment, dans les courses de vélo, on avait interdit le dérailleur parce qu'on pensait que ça permettait de changer de vitesse trop facilement. Et donc ça, c'est un dispositif technique. Et à cela est lié aussi, par exemple, les combinaisons des nageurs qui sont parfois permises, parfois interdites. Le sport n'est pas très très cohérent sur cette question de l'usage de moyens améliorants. Et le sport est en plus ennuyé parce qu'il milite pour une normalité qui n'existe pas dans la nature. Dans la nature, on est tous très inégaux. Il y avait une famille de skieurs de fond finlandais qui gagnaient tout parce qu'ils avaient une modification génétique naturelle qui faisait qu'ils produisaient plus d'EPO que le coureur habituel. Et la question a été posée, c'est est-ce qu'il fallait les disqualifier ou pas? Pour finir, ça n'a pas été le cas. Mais on voit immédiatement que, dans le fond, le critère de normalité et le critère de performance d'amélioration n'est pas toujours le même. Et on pourrait penser que, pour certains, se doper, c'est d'une certaine manière revenir aux chances habituelles des autres coureurs. Si vous êtes défavorisé par la nature, prendre un dopant va vous remettre au niveau des autres. Donc, ça pose des questions, comme tu le disais, Grégoire, de société. Comment est-ce qu'on va gérer tout ça? Alors, je pense qu'il faut faire attention dès qu'on parle d'intervention de l'État, parce que pour qu'une intervention de l'État soit crédible, il faut qu'elle soit efficace. Comme on le sait, dans un autre domaine, en France, il est interdit de faire des tests génétiques qu'on appelle récréatifs, mais n'importe qui peut les faire aux États-Unis sur Internet et beaucoup le font. De la même manière, si on peut se demander si on voulait interdire aux étudiants de se doper avant les examens, et ça veut dire qu'il faudrait mettre en place des dispositifs quasi policiers pour tester tout cela. Des dispositifs quasi policiers, c'est ce qu'on a dans le domaine sportif, où en termes de liberté individuelle, la manière dont on traite les sportifs est à mon sens complètement non éthique. Ils sont obligés de tenir un carnet de tout ce qu'ils font tous les jours, d'être accessibles, de dire dans le fond où ils se trouvent à tout moment de la journée pour subir des tests. C'est, je pense, une atteinte aux libertés qui est tout à fait discutable. Et sur cette question-là, c'est vrai que l'État, ça dépend des pays, hein, mais l'État a des tendances interventionnistes qui sont quand même assez fortes. Et on rappelle, je pense que, dans le fond, le père du libéralisme politique, j'entends, hein, donc la théorie des droits de l'homme, qui est John Locke, avait déjà prôné les libertés individuelles pour empêcher l'État d'empiéter justement sur ces libertés. Et si l'État joue un rôle évidemment irremplaçable en tant que fournisseur de biens
pour la population, il n'est pas sans danger pour les libertés. Alors on en a parlé avec la Covid, hein, je ne veux pas remettre le débat sur la table parce que je pense personnellement que dans le cas de la Covid, les restrictions à nos libertés étaient amplement justifiées, mais je ne suis pas sûr qu'elles le soient dans le domaine du dopage. D'accord. Donc finalement, quand je dis de temps en temps que tu as une philosophie qui demeure libérale, tu confirmes? Je confirme et j'ajoute toujours, parce que souvent on attaque le libéralisme comme on attaque l'individualisme, mais je rappelle que l'individualisme, c'est le progrès moral fondamental de la modernité. C'est-à-dire de faire en sorte que l'individu n'est plus soumis au groupe, mais qu'il a des droits individuels. Alors, bien entendu, il ne faut pas oublier le lien social, il ne faut pas oublier le bien commun, mais il faut arriver à tenir, à mon sens, les deux plateaux de la balance en équilibre. En Suisse, on est souvent des gens un petit peu du milieu modéré. Je suis un bon exemple de cette mentalité-là. Non, mais après, pour aussi revenir à un débat qui est plus médico-centré, effectivement, cette position est tout à fait défendable parce que d'abord, elle est pragmatique, parce que l'individu ne sera jamais sous contrôle total d'un État et c'est pas souhaitable. Mais ça pose le corollaire, tu sais, qui m'est cher, qui est cette question, effectivement, cependant, de la juste information et de la juste connaissance de cet individu pour qu'il soit auteur de la gestion aussi de ses risques. Et donc, quand on a la casquette médicale ou de santé publique, qui peut être portée par d'autres, on a quand même envie que les citoyens soient clairement informés sur les notions des risques potentiels de ce à quoi ils ont librement recours. Voilà. Et moi, je pense que c'est quand même un enjeu de demain. C'est un enjeu de demain, quoi, d'insister sur la responsabilité de l'individu, mais d'individus bien informés, bien formés, bien éduqués, quoi. Tout à fait, Grégoire. Et je pense que l'État a aussi une responsabilité pour interdire des produits vraiment dangereux. On est d'accord. Est-ce que, David, ça t'évoque quelques compléments de point de vue, de réaction ou pas ? Pour moi, le risque est une valeur. Il est souvent d'ailleurs, et peut-être un peu comme tu l'emploies dans Grégoire, il est souvent un jugement de valeur finalement sur le comportement des autres. Il est posé comme une objectivité. Pour moi, il n'y a pas d'objectivité du risque. Je dirais même que chaque instant de notre vie est un risque pris sur l'imprévisibilité du monde qui nous entoure. Là, nous sommes réunis autour d'un débat, mais à tout moment, l'un d'entre nous peut dire une bêtise, peut regretter ce qu'il a dit. Évidemment, chacun de nous va repartir avec le sentiment d'avoir loupé l'essentiel de son propos. Voilà. Quand je travaille, par exemple, sur les jeunes générations, sur les conduites à risque, la notion de risque, là, elle est typiquement du côté de la santé publique. Elle n'est absolument pas du côté des jeunes générations. Ils sont anorexiques. Si on leur dit « mais c'est risqué, tu risques de perdre la vie ou d'affaiblir ton corps, etc. », les gamines qui vous regardent, elles s'en foutent complètement. Son problème n'est absolument pas là. Son urgence n'est pas là non plus. Voilà. Donc le risque est toujours reformulé finalement selon les circonstances, selon les valeurs qui sont les nôtres. Et il est souvent d'ailleurs considéré comment dire, j'allais dire comme coulant de source, mais finalement il est oublié dans notre vie quotidienne. Quand on prend son vélo, quand on prend sa voiture, on se dit pas, mon Dieu, je vais courir des risques. On est dans l'évidence du monde. Et puis voilà, notre condition humaine, elle implique effectivement un certain nombre de dangers potentiels, ne serait-ce que les maladies. Il est bon que l'État, évidemment, quelque part, régule les possibilités d'accès à des produits dangereux ou autres, ou pas seulement à des produits, à des techniques ou autres. Je crois que l'État doit aussi veiller à une bonne régulation du lien social, à éviter que les uns ne prennent trop le dessus sur les autres avec des outils qui seraient par exemple déloyaux. Mais d'une certaine manière, tout cela est indécidable parce que nous vivons dans un monde d'une complexité, d'une ambivalence, qui fait qu'il est difficile finalement de se mettre par-delà, d'être au-dessus de la mêlée. C'est d'ailleurs c'est ce qui fait que la bioéthique est passionnante parce que des points de vue extrêmement différents peuvent cohabiter, débattre en tous les cas, et puis à un moment ou à un autre, il faut malheureusement faire des choix qui vont s'imposer à un certain nombre de citoyens et à la grande joie évidemment de certains autres. Voilà. Mais tout cela est une question de valeur, de jugement de valeur en permanence.
Alors, David, je crois que c'est important de porter, oui, ce que tu as dit, c'est que ce risque, finalement, c'est un risque qui est perçu par les autres et dont l'image et la gestion est déconnectée de la réalité de la vie des individus. J'ai envie de dire, puisque tu évoquais le regard médical, c'est le drame du clinicien ou de l'acteur de santé publique. C'est qu'on lui demande de gérer quelque chose qui est finalement voulu par une politique et qui ne rejoint pas le comportement individuel. Cyril, c'est toute la difficulté. Mais il y a le petit bémol, mais que je suis obligé de rajouter, mais je pense qu'on va tous être d'accord, mais puisqu'on a un auditoire, il y a le risque que l'on prend pour soi, mais il y a le risque qu'on impose aux autres aussi dans ces comportements. Et là, dans le champ de la bioéthique, autant je pourrais me référer à la vision que je qualifiais de libérale de Bernard quand il s'agit de soi-même, mais que quand il s'agit à travers son comportement d'exposer l'autre à des risques qui nient de manière en fait collatérale, si je puis dire, ça rouvre un autre champ. Et c'est peut-être là que la santé publique pourrait faire un travail. De laisser peut-être un plus grand champ d'autonomie aux individus quand ils sont responsables de leur destin et de mettre l'accent sur quand est-ce qu'on entraîne l'autre, mais c'est un vrai débat politique. Hein. Je vois que Serge qui opine du chef en doutant, mais c'est intéressant qu'on doute ensemble, parce que c'est le champ de l'éthique que de douter ensemble. Oui, non, je pense que c'est assez difficile d'arriver à définir où en fait on doit arrêter c'est complexe. Et où on doit mettre des limites sur la liberté de chacun. Donc ça, c'est vraiment un débat très complexe et très... Non, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, certains le savent, parce que j'avais été saisi par une ministre de la Santé, qui est un peu dans notre sujet finalement. Faut-il rendre ou non les dépistages obligatoires des cancers en France ? Alors qu'actuellement, ils sont proposés mais non obligatoires. Et donc, c'est un vieux débat quand même de la santé publique, la question de l'obligation, de la contrainte. Et l'argument, et je rejoins ce que vous disiez, Bernard et David, quand on arrive à la question de la contrainte, on s'aperçoit que c'est un mauvais débat parce que c'est inopérant. Quelles contraintes on va mettre ? Des forces de police, des forces de sécurité, des peines, des amendes, des prisons, des sanctions. Alors, il y a des pays quand même du monde assurantiel qui mettent des sanctions financières dans les contrats d'assurance aux gens qui ne se font pas dépister ou qui ont des comportements à risque. Mais c'est un autre modèle de société, quoi. Mais peut-être que c'est des vraies questions. Hein. La question de la contrainte en santé publique, c'est une vraie question. Cette contrainte-là aussi, il faut que derrière, on puisse proposer des solutions. Parce que c'est comme toutes ces pathologies, par exemple comme l'Alzheimer, oui, on peut diagnostiquer, mais après, quelle solution derrière ? Donc en fait, nous, on travaille par exemple pour essayer de trouver des biomarqueurs pour en fait arriver à identifier éventuellement la personne à risque. Mais finalement, si on n'a pas de solution à proposer au patient, pourquoi finalement lui mettre cette épée de Damoclès au-dessus de la tête En ce moment, on a glissé de la question de la performance à la question des actions de santé publique en général. Mais c'est bien, mais peut-être que je peux donner le mot de conclusion. Ouais. Non, mais peut-être qu'on peut te laisser le mot de conclusion parce que notre plateau va bientôt s'arrêter, Cyril. Donc peut-être. Vas-y. Juste ramener à l'éthique. Vous savez que la réflexion éthique, c'est quand même un exercice de discernement. Là, on parle de risque. Je crois que c'est important d'éduquer justement à la santé, mais d'éduquer le citoyen. Enfin, les espaces de réflexion éthique ont aussi cette ambition, ce projet de favoriser l'émergence d'une opinion citoyenne, que ce ne soit pas juste une opinion pour une opinion, mais une opinion déjà un peu raisonnée, déjà un peu construite. Et le discernement aussi, c'est entre le risque subi et le risque choisi. On n'a pas évoqué la question des addictions, on n'aura peut-être pas le temps, mais effectivement, au nom d'une espèce de licence plus qu'une vraie liberté de choix, on peut dire je choisis ce risque et finalement ça dérive vers une addiction. Donc avec les conséquences sur le corps, sur le fait de fuir aussi ce qu'on ressent dans son corps en s'énivrant de ce qui nous dope ou de ce qui nous rend euphorique. Et là, on a un gros travail, que ce soit les médecins, que ce soit nos collègues sociologues, que ce soit nos collègues psychologues, que ce soit même, je pense, effectivement, les scientifiques qui travaillent au plus près de la recherche fondamentale, de faciliter cette diffusion d'une culture du discernement. Et ça me semble assez peu valorisé, cette idée-là. Justement parce qu'on est un petit peu comme des papillons là, qui viennent se coller sur cette ampoule de la performance.
On a pensé très longtemps, et c'est pas sur le mot de conclusion en France, que mettre des placards dans les rues et dans le métro en disant arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça aurait un impact sur les populations. Toutes les études montrent que non. D'accord. Donc ça rejoint toute l'analyse qui a pu être faite. Bah, écoutez, je pense qu'on peut clore cette table ronde et vous remercier parce qu'effectivement, comme le disait à l'instant David, je le rassure, vous avez été parfait. Certes incomplet, c'est peut-être là que vient la frustration, mais la frustration viendra de la non-complétude et pas de l'imperfection. Et puis, écoutez, vous savez qu'il y aura la chance pour ceux qui ont fait le choix de nous écouter, de nous retrouver dans une troisième table ronde sur laquelle je pense qu'on va continuer un peu cette réflexion puisqu'on voudra amorcer un débat autour de la question du vieillissement avec un corollaire qui, vous le verrez, est peut-être un peu provocateur, mais il aura un regard sur le transhumanisme connexe pour nous faire réfléchir. Et donc, on se retrouvera tous ensemble très prochainement. Merci en tout cas à vous tous.